Elle riait encore lorsque Déborah Martin ferma la porte des toilettes derrière elle, appuya le dos contre la cloison froide et ferma les yeux pendant exactement 3 secondes, pas plus. Elle s'était autorisée 3 secondes depuis l'âge de 16 ans, quand sa mère lui avait dit « Les larmes, tu les gardes pour toi. Le monde n'attend pas que tu aies fini. 3 secondes, donc. » Puis elle redressa le menton, rajusta ses lunettes sur l'arête du nez et se regarda dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. La femme en face d'elle portait une blouse bleu marine qui avait vu trop de lundi, des cheveux attachés à la va-vite avec un élastique récupéré au fond d'un tiroir et une paire de lunettes dont les branches avaient été ressoudées une fois avec du sparadrap transparent. Elle se connaissait par cœur. Elle savait ce que les autres voyaient. Et pourtant, quelque chose dans ce regard-là, précis, calme, légèrement défiant, ne correspondait pas du tout à ce que Camille avait insinué en riant, la bouche à peine couverte. Manda a feia. Jacques est praperdé memo, peu au moins agente se diverte. Les autres avaient ri, pas aux éclats, juste ce petit rire discret et complice que les gens produisent quand ils veulent faire comprendre qu'ils sont ensemble, et que vous êtes en dehors. Déborah connaissait ce rire depuis l'école primaire, depuis le collège, depuis le premier jour à la Lefebvre Solutions, quand elle était arrivée avec son CV imprimé sur une feuille un peu trop blanche et ses chaussures cirées qui juraient avec les escarpins vernis des autres. 5 ans qu'elle entendait ce rire dans des variantes différentes. 5 ans qu'elle faisait comme si ça n'atteignait pas la couche en dessous de la peau. Patricia, la directrice commerciale, n'avait pas ri. Elle n'avait pas non plus compris ce que Camille voulait dire. Patricia fonctionnait par efficacité pure, sans malveillance mais sans protection non plus. Et elle avait regardé autour de la table, vu 4 consultantes qui secouaient la tête chacune avec une excuse différente. Un autre rendez-vous, un suivi urgent, une migraine déclarée sur le champ. Et elle avait arrêté son regard sur Déborah, qui n'avait pas bougé, parce que Déborah ne savait pas encore qu'elle avait le droit de dire non elle aussi. « Déborah, tu prends la réunion Lefebvre Capital. Jeudi à 18h30. La proposition est dans le serveur commun, dossier R prioritaire. » C'était tout. Pas de préparation, pas de briefing, pas même un regard de soutien. Elle avait récupéré la pasta dans le serveur, l'avait imprimée, avait rangé les 62 pages dans une chemise cartonnée dont le coin gauche était légèrement enfoncé depuis que quelqu'un l'avait coincé sous une pile de catalogues en février. Elle avait relu la proposition 3 fois ce soir-là, assise à la table de la cuisine, pendant que sa mère cousait en silence dans la pièce d'à côté, le bruit de la machine à coudre emplissant l'appartement de 39 mètres carrés avec la régularité d'un cœur artificiel. Puis elle avait lu la fiche de présentation de Romain Lefebvre, 44 ans, diplômé de HEC et de la London School of Economics, fondateur de Lefebvre Capital, 350 millions d'euros sous gestion, réputation d'homme impossible à approcher, connu pour avoir raccroché au nez d'un directeur commercial d'une entreprise cotée au CAC 40 parce que la présentation prenait trop de temps. Elle avait posé la fiche, regardé le plafond et pensé « d'accord ». Le lendemain matin, elle avait bu son café debout dans la cuisine, enfilé la blouse bleu marine parce que c'était la plus sobre et la moins froissée, pris le RERB jusqu'à Châtelet, puis la ligne 1 jusqu'à La Défense. Elle n'était allée à La Défense que 2 fois dans sa vie, une fois pour un entretien qu'elle n'avait pas décroché, une fois pour accompagner sa mère chez un médecin spécialiste dans une tour adjacente. L'esplanade lui avait toujours fait l'effet d'un endroit construit pour que les gens se sentent petits. Ce jeudi soir, à 18h moins le quart, elle traversa cette même esplanade avec la pasta sous le bras, les talons de ses escarpins résonnant sur les dalles, et elle se dit que si elle devait se sentir petite, elle choisirait au moins d'être petite avec la tête haute. La tour Lefebvre Capital était une colonne de verre sombre qui réfléchissait les lumières du quartier sans en absorber aucune. Le hall d'accueil était désert à cette heure-là, à l'exception d'une vigile assise derrière un comptoir en marbre gris qui la regarda arriver avec l'expression de quelqu'un qui allait dire non. Déborah s'approcha, donna son nom et le nom de l'entreprise,
expliqua qu'elle avait une proposition commerciale pour Romain Lefebvre. La vigile composa un numéro. Une voix féminine répondit à distance. Déborah entendit des fragments. Sans rendez-vous, Lefebvre Solutions, une femme. Et puis un silence. Et puis la vigile raccrocha et dit, avec un infime signe de surprise sur le visage, « 22e étage. L'ascenseur privatif est au fond à droite. » Déborah remercia, marcha jusqu'à l'ascenseur, entra. Les portes se refermèrent. Elle se regarda dans le miroir intégré à la paroi et vit la même femme que dans les toilettes de la veille, légèrement différente peut-être. Plus silencieuse à l'intérieur. La pasta glissa un peu dans sa main. Elle la ressaisit. Les portes s'ouvrirent. Romain Lefebvre était debout au milieu d'un bureau dont les fenêtres donnaient sur la totalité de la Défense et au-delà, sur Paris entier, qui commençait à s'allumer dans le crépuscule. Il portait une chemise blanche aux 2 premiers boutons ouverts, les manches retroussées jusqu'au coude, les cheveux légèrement défaits, comme s'il avait passé la main dedans plusieurs fois dans l'après-midi. Il y avait quelque chose de déconcertant dans la façon dont il était immobile, pas la posture d'un homme qui attend, plutôt celle d'un homme qui vient d'entendre quelque chose et n'a pas encore décidé comment réagir. Il la regarda, elle le regarda. La pasta glissa légèrement de la main de Déborah. 4 secondes. 5. Il ouvrit la bouche et dit, avec une voix qui n'était pas celle d'un PDG recevant un commercial à froid, mais quelque chose d'autre entièrement. Une voix de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il avait cessé de chercher. « C'est bien vous !» Déborah ne comprit pas. Pas immédiatement. Elle avait préparé son introduction, les 3 phrases d'accroche, la transition vers les chiffres clés. Elle n'avait pas préparé ça. « Pardon !» dit-elle, et elle entendit sa propre voix, ferme, légèrement hésitante, pas effrayée. Il ne répondit pas tout de suite. Il se retourna, alla jusqu'au bureau, ouvrit le tiroir du bas de gauche avec le geste de quelqu'un qui connaît exactement ce qu'il cherche et où il l'a rangé, et revint vers elle en tenant quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier immédiatement dans la lumière tamisée. Il le posa sur la table basse entre eux. Un dessin, encadré dans une pochette plastifiée, des traits de crayon de couleur un peu épais, maladroit, avec la maladresse précise d'un enfant de 8 ans qui dessine ce qu'il voit vraiment. Une figure de femme avec des lunettes rondes, une silhouette petite mais droite, tenant la main d'une fillette dans une robe verte. Derrière elle, un marché dessiné en aplats de couleurs, des toits de guingois, une rue que seul un enfant pouvait reconstituer de mémoire, avec autant de fidélité affective et autant d'inexactitude géographique. Dans un coin du dessin, en lettres d'imprimerie légèrement penchées, « Merci ». Déborah regarda le dessin, puis elle regarda Romain. Et quelque chose, dans la mécanique intérieure très précise qu'elle avait construite depuis l'âge de 16 ans, pour ne pas laisser les choses traverser, se défit doucement, comme un nœud que l'on n'a pas besoin de défaire parce que le tissu lui-même se détend. « 11 ans, dit-il. Sa voix était différente de celle qu'elle imaginait pour un homme de sa fiche de présentation. Elle était basse, un peu rauque, comme s'il ne parlait pas souvent à cette profondeur-là. Ma fille avait 8 ans. Le marché aux puces de Saint-Ouen, un samedi après-midi. Elle s'était perdue. » Il marqua une pause. « Elle parle encore de vous. » Déborah pensa à ce samedi. Elle pensait rarement à ce samedi. Non parce qu'elle l'avait oublié, mais précisément parce qu'elle ne l'avait pas oublié et que certains souvenirs sont trop propres pour être sortis trop souvent. Elle se souvint de la fillette dans le couloir, entre 2 rangées de brocanteurs, assise sur le bord d'une caisse en bois, qui pleurait sans bruit, avec le sérieux des enfants qui ont compris que pleurer fort ne sert à rien. Elle se souvint du vestido verde. Elle se souvint de l'eau qu'elle avait achetée au kiosque d'en face avec les 3 € et quelques qu'elle avait dans la poche. Elle se souvint d'être restée là, simplement restée là, parce qu'elle n'aurait pas pu partir. Elle posa la pasta sur la table basse, à côté du dessin. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne ressaisit pas le nœud dans la gorge. Elle laissa ses yeux se remplir, juste un instant, sans demander pardon. Romain Lefebvre ne fit pas semblant de ne pas voir les larmes. C'était la première chose qu'elle nota. Il ne détourna pas le regard, ne fit pas mine de s'occuper de quelque chose sur le bureau pour lui laisser le temps de se recomposer. Il la regarda,
simplement, avec une attention qui n'avait rien de gênant et tout d'une forme de respect qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir dans les espaces professionnels. Puis il alla jusqu'au meuble vitré, longeant le mur est du bureau, sortit 2 tasses, une cafetière italienne déjà chaude, posée sur un réchaud, et revint poser le tout sur la table basse, sans demander si elle voulait du café. Il en versa 2 tasses. Le geste était simple, domestique presque, complètement décalé avec le 22e étage et les 350 millions d'euros et la tour de verre qui réfléchissait Paris. « Asseyez-vous » dit-il, pas comme un ordre, plutôt comme quelqu'un qui dit « Il n'y a pas d'urgence ici, prenez le temps qu'il faut ». Déborah s'assit dans le fauteuil en face de lui. Elle reprit ses lunettes entre ses doigts, les essuya sur le bas de sa blouse, geste nerveux, automatique, qu'elle ne contrôlait jamais tout à fait quand quelque chose la déstabilisait, et les remit. Elle regarda le dessin une nouvelle fois. Les crayons de couleur, le vestido verde, les toits de guingois de Saint-Ouen vus par une enfant de 8 ans. « Comment elle s'appelle » dit-elle. « Béatrice. » Déborah hocha la tête lentement. Elle avait une robe verte. Ce n'était pas une question. Et elle ne pleurait pas fort. Elle pleurait en silence, le dos très droit, comme quelqu'un qui a décidé que ça ne servait à rien de faire du bruit. Romain posa sa tasse. Quelque chose passa sur son visage. Une contraction brève autour des yeux, le genre de réaction que les gens produisent quand une information les touche à un endroit précis qu'ils pensaient avoir rendu inaccessible. Elle dit ça encore, parfois, que vous lui avez appris à attendre sans paniquer. « Je n'ai rien appris, » dit Déborah. « Je suis resté à côté d'elle. C'est différent. » Il la regarda un moment sans parler. Dehors, Paris continuait de s'allumer par strates. D'abord les tours de la Défense, puis le ruban de l'autoroute, puis les quartiers qui s'éclairaient depuis le centre vers les périphéries comme une marée lumineuse, lente et inexorable. La salle sentait le café et quelque chose d'autre, plus discret. Cuir chaud, papier, l'odeur neutre et climatisée des espaces qui n'ont pas de fenêtres ouvertes depuis longtemps. Béatrice a dessiné ça le soir même, quand je suis arrivé au marché et que vous étiez déjà parti, dit-il. Elle a dit, elle n'avait pas peur de rien, papa. Il marqua une pause. J'ai cherché pendant des semaines. Les forains du marché, les commerçants, personne ne vous connaissait. Déborah pensa à ce samedi depuis l'autre côté du souvenir, depuis ses 17 ans, le lycée, la journée passée à chercher des vêtements dans les allées du marché parce que sa mère avait besoin d'un tissu et qu'elle s'était séparée pour gagner du temps. Elle était repartie par le RER sans savoir qu'un homme allait chercher pendant des semaines quelqu'un qu'elle ne savait même pas avoir été. « Je m'en souviens très bien, » dit-elle, « mais je n'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier. Je ne pouvais pas partir tant qu'elle n'était pas en sécurité. C'est tout. » Ce « c'est tout » resta dans l'air un moment. Romain le laissa exister sans le commenter. Ils burent leur café. La salle de réunions adjacente était visible par la paroi vitrée. Une longue table, des chaises en cuir noir, un écran mural, des dossiers alignés avec la précision compulsive de quelqu'un qui contrôle les espaces, parce qu'il ne contrôle pas grand-chose d'autre. Déborah regarda tout ça et pensa, sans malveillance, que c'était un endroit très beau et très vide. La proposition, dit-elle au bout d'un moment, pas parce qu'elle voulait parler de la proposition, mais parce qu'elle avait été envoyée ici pour ça et qu'une partie d'elle refusait d'oublier d'où elle venait et pourquoi. Elle ouvrit la pasta, en sortit les 62 pages, les posa sur la table basse entre eux. Romain la regarda faire. Il ne regarda pas tout de suite les pages. Il la regarda, elle, la façon dont elle alignait les documents avec un soin qui n'avait rien d'obséquieux, la façon dont elle n'excusait pas l'état de la chemise cartonnée au coin abîmé, la façon dont elle gardait le menton dans l'axe même quand ses mains étaient légèrement moins assurées qu'elle n'aurait voulu l'être. « Vous avez préparé ça seul » dit-il. La proposition existait déjà. Je l'ai relue 3 fois et reformaté la synthèse exécutive parce que l'original faisait 8 pages et que personne ne lit 8 pages d'introduction. Je l'ai ramené à 2. Il prit l'alias, alla directement à la page de synthèse. Lutte, pas en diagonale. Il lut vraiment, avec cette concentration légèrement frontale qui trahit quelqu'un dont la lecture est un outil de travail précis plutôt qu'une habitude culturelle.
Déborah attendit. Elle était bonne pour attendre, c'était une compétence que 5 ans de bureau en open space vous transmettaient, qu'on le veuille ou non. Le modèle tarifaire progressif, dit-il sans lever les yeux. C'est vous qui l'avez ajouté? L'original proposait un forfait fixe annuel. J'ai pensé que pour un fonds de votre taille, un modèle indexé sur le volume d'activité généré serait plus facile à défendre en interne. Vous n'avez pas à justifier un coût fixe à vos associés si la prestation n'est pas encore prouvée. Il posa les pages. Cette fois, il la regarda avec quelque chose de légèrement différent de l'attention qu'il avait depuis le début. Pas plus chaleureuse, mais plus nette, comme le réglage d'une mise au point. Qui êtes-vous dans cette entreprise? Assistante administrative. Il ne dit rien. Mais quelque chose dans la légère inclinaison de sa tête indiquait qu'il enregistrait l'information avec une signification qu'elle ne lui avait pas donnée elle-même. Il reprit les pages, continua sa lecture. Déborah rebut son café, qui était encore chaud et meilleur qu'elle ne s'y attendait, dense, légèrement amer, le genre de café fait par quelqu'un qui sait exactement comment il l'aime et ne délègue pas ça. Ils travaillèrent ainsi pendant 40 minutes, lui posant des questions précises, elle y répondant avec la même précision, parfois en sortant un document spécifique de l'alias, parfois en admettant franchement qu'elle ne savait pas et qu'elle le vérifierait. Pas une seule fois, elle ne survendit, ne minimisa un point négatif, ne gonfla une projection. Romain Lefebvre avait lu suffisamment de propositions commerciales dans sa vie pour distinguer immédiatement quelqu'un qui récite de quelqu'un qui pense. Elle pensait. À 20 heures passées, il prit un stylo et signa la dernière page. Déborah regarda la signature, rapide, assurée, avec cette légère inclinaison en avant des gens qui ont signé des milliers de documents et pour qui la signature n'est plus un geste solennel, mais une extension de la pensée. Elle remit les pages dans la chemise, referma la pasta, puis elle dit « Merci pour le café, pas pour le contrat, pour le café ». Romain Lefebvre se leva pour la raccompagner à l'ascenseur. Dans le couloir silencieux du 22e étage, les lumières tamisées de nuit créaient une atmosphère que les espaces diurnes de ce type de bâtiment n'avaient jamais. Quelque chose de moins performatif, de plus réel. Il appuya sur le bouton de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent immédiatement. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit-il. « Oui, ce soir-là, à Saint-Ouen. Vous aviez quel âge ?»« 17 ans. » Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer. Elle mit la main pour les retenir une seconde. « Et Béatrice, elle va bien ?» Ce fut la première fois que Romain Lefebvre sourit vraiment. Pas le sourire de quelqu'un qui gère une situation, pas la politesse calibrée d'un dirigeant en réunion. Quelque chose d'autre, plus petit et plus vrai, qui creusa 2 lignes légères au coin de ses yeux. Elle est à Lyon, première année de droit. Une pause. Elle va très bien. Déborah hocha la tête. Tant mieux, dit-elle. Et elle laissa les portes se refermer. Dans le RER du retour, debout entre 2 portes parce qu'il n'y avait plus de place assise à cette heure, la pasta serrée contre sa poitrine, elle pensa à la soirée depuis le début. À Camille qui riait, à Patricia qui désignait, à l'esplanade de la Défense où elle avait failli se sentir petite et avait choisi de ne pas l'être, au dessin d'enfants plastifiés sur la table basse d'un bureau du 22e étage. Elle pensa à la façon dont Romain Lefebvre avait dit « C'est bien vous » avec la voix d'un homme qui pose quelque chose de lourd après avoir longtemps marché. Elle pensa à sa propre voix disant « C'est tout » à propos d'une chose qui, apparemment, n'avait pas été tout à fait rien. Le train traversait les stations dans un bruit sourd et régulier. Paris défilait dans les vitres noires, stations souterraines, néons blancs, visages fatigués de fin de journée. Déborah regardait son propre reflet dans la vitre en face d'elle. Elle ne souriait pas. Elle n'essayait pas non plus de ne pas sourire. Elle était simplement là, dans le RER, avec sa pasta amassada et son contrat signé et le souvenir d'un dessin de crayon de couleur qu'un homme avait gardé pendant 11 ans dans le tiroir du bas de gauche de son bureau. Pas une seule fois, dans tout le trajet du retour, elle ne pensa à ce que Camille avait dit. Sa mère était encore debout quand Déborah rentra. Elle l'était toujours à cette heure-là.
assise sous la lampe du salon avec un ouvrage en cours, les lunettes de couture sur le bout du nez, les mains qui ne s'arrêtaient jamais tout à fait même quand le reste du corps se reposait. L'appartement sentait la soupe de poireaux et le tissu chaud, cette odeur spécifique aux espaces où quelqu'un travaille de ses mains depuis longtemps et où les murs finissent par l'absorber. 39 mètres carrés qui avaient l'air de plus parce que sa mère ne gardait que ce qui servait. Chaque objet à sa place, chaque surface dégagée, une forme de dignité spatiale que Déborah avait mise des années à comprendre comme ce qu'elle était vraiment. Non pas manque, mais choix. Alors, dit sa mère sans lever les yeux de l'ouvrage, contrat signé. Sa mère hocha la tête avec la satisfaction sobre de quelqu'un qui n'en attendait pas moins. Elle posa l'ouvrage sur ses genoux et regarda sa fille, vraiment regarder, de la façon dont les mères regardent quand elles cherchent ce que le visage dit en dessous des mots. Il s'est passé autre chose, ce n'était pas une question. Déborah posa la pasta sur la chaise de l'entrée, alla jusqu'à la cuisine, but un verre d'eau debout devant l'évier. Elle entendait le silence de sa mère qui attendait de l'autre côté du mur. Un silence patient, sans pression, le genre de silence qu'on ne sait faire que quand on a appris à ne pas forcer les choses. Elle revint dans le salon, s'assit sur l'accoudoir du canapé et raconta, pas tout d'un coup, par fragments, dans l'ordre que les choses lui revenaient, le dessin d'abord, puis la voix de Romain disant « C'est bien vous », puis la fillette en robe verte qu'elle n'avait jamais oubliée, puis le café, puis la signature, puis la question dans le couloir. Sa mère écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand Déborah eut fini, elle garda le silence encore un moment, les mains immobiles sur l'ouvrage. Puis elle dit « Tu avais 17 ans et tu n'es pas parti tant qu'elle n'était pas en sécurité. Je pouvais pas partir. » « Je sais, dit sa mère, c'est pour ça que je te le dis. » Ce fut tout ce qu'elles dirent ce soir-là sur le sujet. Elles mangèrent la soupe réchauffée avec du pain de la veille, regardèrent un peu la télévision sans vraiment suivre, et Déborah alla se coucher dans le même lit d'une place qu'elle occupait depuis l'enfance, dans la même chambre dont les murs portaient encore les fantômes des posters arrachés à 18 ans. Elle éteignit la lumière et fixa le plafond dans le noir. Ce ne fut pas avant très longtemps qu'elle s'endormit, mais ce n'était pas une mauvaise nuit. C'était une nuit où l'on reste éveillé, parce qu'il y a quelque chose de nouveau à placer quelque part dans l'intérieur, et qu'on n'a pas encore trouvé l'endroit exact. Les semaines suivantes, à la Lefebvre Solutions, furent exactement comme avant, à la différence près que le nom de Romain Lefebvre apparaissait maintenant dans le système de gestion avec un statut actif et une valeur contractuelle de 180 000 € annuels. Patricia annonça la signature à l'équipe le lundi matin avec le ton neutre de quelqu'un qui communique un chiffre, pas une histoire. Camille avait levé les sourcils, une fraction de seconde contrôlée, mais Déborah avait appris depuis longtemps à lire les micro-expressions des gens qui pensent que vous ne regardez pas. Les autres avaient applaudi mollement. Personne ne demanda comment ça s'était passé. Déborah s'assit à son bureau, alluma son ordinateur, ouvrit ses dossiers du jour. 3 jours plus tard, son téléphone sonna. Numéro qu'elle ne connaissait pas, indicatif parisien. Elle décrocha avec sa voix de bureau, posée, professionnel, le prénom suivi du nom de l'entreprise. Déborah Martin. Romain Lefebvre. Une pause d'1 seconde. Je voulais vérifier que le contrat avait bien été enregistré de votre côté. Elle vérifia. Il l'était. Elle le lui confirma. Il dit merci. Elle dit de rien. Ils raccrochèrent. L'appel avait duré 2 minutes et 30 secondes. Il rappela le surlendemain. Cette fois pour demander si la personne en charge du suivi opérationnel avait reçu les accès au portail. Elle vérifia. Oui, confirmation. Merci. De rien. 4 minutes. Il rappela encore 4 jours après. Et cette fois, la question sur le portail était réglée depuis 2 semaines, et il le savait parfaitement, parce qu'il avait les confirmations par email, ce qu'elle savait parce qu'elle les lui avait envoyées elle-même. Elle resta silencieuse 1 seconde. Lui aussi. Puis elle dit, avec la même voix posée qu'elle utilisait pour tout, « Le portail fonctionne bien, monsieur Lefebvre. Il n'y a pas eu de problème depuis la mise en route. »« Non, dit-il. Je sais. » Silence. « Je voulais juste... » Il s'arrêta. Ce fut la première fois qu'elle l'entendit chercher ses mots,
Lui qui dans la réunion avait parlé avec la précision de quelqu'un qui ne dit que ce qu'il a décidé de dire. « Béatrice m'a demandé de vos nouvelles. » Déborah regarda son écran un moment, le tableur ouvert en arrière-plan, la pile de dossiers à gauche, le mug de café froid qu'elle avait oublié depuis le matin. « Elle va bien ?» dit-elle. « Elle prépare ses partiels. Elle dit qu'elle dort 4 heures par nuit et que c'est parfaitement suffisant. » Ça ne l'est pas, non. Et dans ce non, quelque chose, une inflexion brève, presque imperceptible, qui ressemblait à un père qui sait que sa fille ne l'écoutera pas et qui en est à la fois inquiet et, très secrètement, fier. Elle lui ressemble, à ce que j'ai cru comprendre. Déborah ne répondit pas tout de suite. Ce lui ressemble, dit à propos d'elle, par lui, par téléphone, en milieu d'après-midi dans un open space où Camille était à 3 mètres et pouvait théoriquement entendre. Elle sentit quelque chose se réchauffer derrière le sternum, quelque chose qu'elle identifia avec précision et décida de ne pas nommer tout de suite. « Dites-lui de dormir, dit-elle. Les partiels ne valent pas l'épuisement chronique. Je le lui dirai. » Une pause. « Elle ne m'écoutera pas. Je sais. Dites-le quand même. » Il y eut un silence qui n'était pas inconfortable, le genre de silence qui existe entre gens qui n'ont plus besoin de le remplir pour prouver que la conversation existe. Puis il dit « Bonne fin de journée, Déborah. » Premier prénom. Pas Madame Martin, pas Mademoiselle. Juste Déborah, dit avec le naturel de quelqu'un qui a décidé que c'était le bon registre sans avoir eu besoin d'une transition formelle. « Bonne fin de journée, » dit-elle. Elle ne rajouta pas Monsieur Lefebvre. Elle raccrocha, posa le téléphone sur le bureau, le regarda une seconde, puis elle reprit son tableur là où elle l'avait laissé. Ce fut une autre semaine plus tard qu'elle dit la chose. Il avait appelé encore, le mardi à 16h40, avec une question sur la facturation trimestrielle qui aurait pu être résolue par un email en 2 lignes. Elle répondit à la question. Il la remercia, et il y eut ce moment de fin de conversation où ni l'un ni l'autre ne raccrochait immédiatement. Déborah regarda par la fenêtre de l'open space, le ciel gris de novembre sur les toits d'Ivry, une tour de logement social au loin avec une fenêtre éclairée en orange, et elle dit, sans brusquerie mais sans non plus prendre de détour, « Vous savez que vous appelez ici tous les jours, n'est-ce pas ?» Un silence. Puis, et elle ne l'oublia jamais, parce que c'était un son qu'elle n'avait pas attendu, un son qui ressemblait à quelque chose de déverrouillé. Il rit. Pas longtemps, pas fort, mais vraiment, le rire bref et légèrement surpris d'un homme qui ne s'est pas entendu rire depuis un temps assez long pour que le son lui soit devenu légèrement étranger. « Oui, dit-il. Je sais. » Elle attendit. « Est-ce que vous accepteriez de prendre un café ?» En dehors du contexte professionnel, Déborah tira légèrement sur l'élastique de sa queue de cheval. Autre geste nerveux, celui-là qu'elle réservait aux décisions et non aux simples déstabilisations. Elle pensa à Camille, à 3 mètres. Elle pensa à la proposition qui valait 180 000 €. Elle pensa au dessin plastifié dans le tiroir du bas de gauche. Elle pensa à la fillette en robe verte qui pleurait en silence avec le dos droit. Elle pensa à sa mère disant « Tu avais 17 ans et tu n'es pas parti tant qu'elle n'était pas en sécurité. » Elle pensa à toutes ces choses dans l'ordre d'1 seconde et demie. Et puis elle dit « Oui, mais pas à la Défense et pas dans le 16e. Où alors ? Saint-Denis, je vous envoie l'adresse. » Le café s'appelait Le Réveil, et il était exactement ce que le nom promettait. Un comptoir en zinc, des chaises en plastique dépareillé, une machine à café italienne vénérable dont le bruit remplissait l'espace de façon généreuse, et une vitrine avec des croissants et des pains au chocolat qui avaient l'air d'avoir été faits ce matin parce qu'ils l'avaient été. Il était à 7 minutes à pied de l'appartement de Déborah. Elle y venait depuis l'adolescence. La patronne, Madame Aïssatou, avait ses habitudes mémorisées et ne lui demandait jamais ce qu'elle voulait. Café serré, croissant beurre, sucre à part. Romain arriva à l'heure. Elle nota ça, pas en avance pour impressionner, pas en retard par inattention, exactement à l'heure, ce qui était en soi une forme de respect qu'elle appréciait. Il portait un manteau sombre, une chemise sans cravate, les mains dans les poches. Il regarda la devanture du café un moment avant d'entrer.
Pas avec l'hésitation de quelqu'un qui regrette, mais avec l'attention de quelqu'un qui regarde vraiment l'endroit où il arrive. Il entra. Madame Aïssatou le regarda avec la curiosité directe des gens qui ont passé 30 ans derrière un comptoir et savent immédiatement qui est du quartier et qui ne l'est pas. Romain commanda un café en demandant comment il était préparé, ce qui fit hocher la tête à Madame Aïssatou avec l'approbation tacite de quelqu'un qui respecte la question. Il s'assit en face de Déborah. Elle portait un pull bordeaux qu'elle mettait le week-end, ses mêmes lunettes, les cheveux un peu plus libres que d'habitude. Elle avait gardé l'élastique au poignet. Elle ne savait pas tout à fait pourquoi. La lumière du café était celle du matin de novembre, blanche, légèrement froide, sans indulgence. Elle ne lui allait pas mal. « Vous venez ici souvent ?» dit-il. « Depuis que j'ai 13 ans. » Il regarda autour de lui. Les chaises dépareillées, le comptoir en zinc, la télévision fixée en hauteur qui diffusait les informations en sourdine, les clients du matin qui lisaient leur téléphone ou parlaient à voix basse. Quelque chose dans son regard n'était pas condescendant. Il ne regardait pas l'endroit comme quelqu'un qui juge, il regardait comme quelqu'un qui essaie de comprendre. C'était une différence que Déborah savait mesurer avec précision. « C'est bien, » dit-il. Et il le pensait. Ils divisèrent les croissants. Le café arriva, fort et chaud, dans des tasses épaisses ébréchées avec discrétion sur le bord. Déborah parla de sa mère en premier. La machine à coudre, les retouches pour les voisins, les robes de mariée commandées parfois par des femmes du quartier qui voulaient du sur-mesure sans en avoir le budget des boutiques du centre, et que sa mère faisait avec le sérieux qu'elle mettait dans tout. Elle parla du cours d'administration traqué en 2e année, parce que les horaires avaient changé et qu'elle ne pouvait plus payer le transport et les frais en même temps. Elle ne chercha pas à minimiser ni à dramatiser. Elle parla de sa vie avec la même franchise qu'elle mettait dans les chiffres d'une proposition commerciale. Voilà les faits, voilà les contraintes, voilà où j'en suis. Romain écouta avec une qualité d'attention qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir dans les conversations ordinaires. Il ne remplissait pas les silences. Il ne proposait pas de solution. Il écoutait d'abord, et s'il posait des questions, elles étaient précises sur la matière qu'elle préférait dans ses études, sur ce qu'elle avait aimé dans le travail à la Lefebvre Solutions, au-delà de ce que ses collègues lui laissaient faire. Elle répondit à tout avec la même franchise, y compris aux questions sur les collègues, sobrement, sans apitoiement, sans non plus prétendre que c'était sans poids. Puis ce fut son tour. Il parla de Béatrice, la naissance, les premières années, le divorce quand Béatrice avait 6 ans, la garde partagée qui s'était progressivement déséquilibrée parce qu'il avait laissé le travail occuper tout l'espace disponible sans vraiment s'en apercevoir jusqu'à ce que ce soit fait. Il le dit avec une précision qui n'avait rien d'une confession calculée. C'était quelqu'un qui avait passé du temps à regarder ses propres erreurs en face et qui savait maintenant les nommer sans s'effondrer et sans s'en exonérer. Béatrice et moi, on communique par message depuis 2 ans, des vrais messages, pas des échanges d'informations, mais je ne sais plus comment parler de vive voix sans que ça devienne, il chercha le mot, formel. Déborah brisa un morceau de croissant. Vous lui avez dit ça? Quoi? Que vous ne savez plus comment parler sans que ça devienne formel? Il la regarda. Non, dites-lui exactement ça. Pas une version plus élaborée. Exactement ça. Un silence. Dehors, un bus passa dans un souffle pneumatique et la vibration légère fit trembler les tasses sur la table. Romain regarda ses mains autour de sa tasse. La première vez depuis le début de la matinée, il semblait moins sûr de lui, pas fragilisé mais ouvert, ce qui n'est pas la même chose. « Vous parlez aux gens comme ça ?» dit-il. « Comme quoi? Directement? Sans préparer? Les gens ont besoin d'être entendus, pas d'être gérés. » Elle haussa légèrement les épaules. « C'est tout. C'est tout encore. » La même formule qu'au 22e étage, avec la même inflexion, comme si les choses les plus importantes ne méritaient pas d'être amplifiées. Romain la regarda un moment avec cette netteté dans les yeux qu'elle reconnaissait maintenant comme sa façon de mesurer quelque chose. Il ne dit rien, il n'avait pas besoin de le dire. Ils restèrent au café 2 heures et demie.
Madame Aïssatou leur resservit du café sans qu'ils le demandent, ce qui était sa façon à elle de dire que la conversation lui semblait valable. Les semaines qui suivirent ce matin au réveil eurent la texture particulière des choses qui se construisent sans qu'on leur en donne l'ordre. Romain appelait encore, moins fréquemment, mais avec une qualité différente, comme si le prétexte professionnel avait été progressivement rangé et qu'ils avaient tacitement accepté de parler sans lui. Il parlait de Béatrice, de Lyon, du droit constitutionnel que Béatrice trouvait aride et du droit des contrats qu'elle trouvait vivant. Il parlait du quartier de Saint-Denis et de la Défense comme de deux planètes dont il connaissait chacun, l'une par le dedans et l'autre par les yeux de l'autre. Il parlait parfois de rien de précis, du temps, d'un film vu la veille, d'une chose lue dans le métro, et ces conversations-là étaient souvent les meilleures, parce qu'elles n'avaient pas d'objectif à atteindre et pouvaient donc aller n'importe où. Déborah ne parlait de tout ça à personne au bureau. Ce n'était pas un secret calculé, c'était simplement qu'il n'y avait personne à qui en parler. La Lefebvre Solutions n'était pas un endroit où l'on se confiait. C'était un endroit où l'on performait et où l'on observait les autres performer. Et les deux activités s'excluaient mutuellement avec la confidentialité. Elle gérait le suivi du contrat avec la même efficacité qu'avant, transmettait les rapports à Patricia, répondait aux emails du portail. Tout était en ordre. Elle prenait soin que tout soit en ordre. Ce fut un jeudi de décembre que Béatrice rentra à Paris pour les vacances. Romain l'avait mentionné 3 jours avant, pas comme une invitation, pas comme une information anodine, mais dans cet espace intermédiaire où les choses sont posées pour voir ce qu'on en fait. Béatrice revient jeudi. Elle m'a demandé si vous seriez disponible pour déjeuner. Une pause. Les deux d'entre vous, pas moi. Puis, après un silence d'1 seconde, enfin, si vous l'acceptez. Déborah avait souri, seule dans l'open space à l'heure du déjeuner, son sandwich posé sur le bureau, le téléphone contre l'oreille. Elle ne dit pas à Romain qu'elle souriait. Elle dit « Dites-lui oui de ma part ». Le déjeuner eut lieu dans une brasserie calme du 11e arrondissement. Choix de Béatrice, qui connaissait Paris avec la précision des enfants de riches, qui ont grandi à se déplacer dans la ville sans la traverser vraiment, et qui avait développé en réaction une curiosité pour les arrondissements que sa mère ne fréquentait pas. Béatrice avait 19 ans, les cheveux coupés courts, une façon de parler qui allait très vite et revenait sur elle-même pour se corriger avec une honnêteté intellectuelle que Déborah reconnut immédiatement comme une forme d'intelligence qu'on ne peut pas simuler. Elle était grande comme son père. Elle avait les mêmes yeux, cette même netteté frontale, ce même réglage de mise au point. Elle regarda Déborah s'asseoir en face d'elle et dit sans préambule « Je sais que vous n'avez pas fait exprès de tomber sur moi au marché. Mon père a une tendance au récit providentiel. » Elle dit ça sans méchanceté, avec la lucidité affectueuse de quelqu'un qui aime quelqu'un et peut le voir clairement. « Mais je voulais vous voir en vrai depuis qu'il m'a dit que c'était vous. »« Pourquoi ?» dit Déborah. Béatrice la regarda un moment. « Parce que j'ai dessiné votre visage de mémoire à 8 ans et qu'il ressemble vraiment. » Une pause. « Et parce que mon père rit depuis quelques semaines et que ce n'est pas quelque chose que je connaissais particulièrement bien. » Déborah ne sut pas quoi répondre à ça. Elle ne répondit pas. Elle prit le menu. Elles déjeunèrent 2h30. Béatrice parla de Lyon avec le mélange de plainte et d'enthousiasme secret des gens qui aiment un endroit mais ne veulent pas encore l'admettre. Elle parla de son cours de droit des affaires avec une précision qui fit dire à Déborah, à un moment, « Vous aimez les contrats ?» Béatrice leva les yeux, légèrement surprise. « Comment vous savez ? Parce que vous parlez de vos autres matières comme de contraintes à surmonter et de celle-là comme d'un problème à résoudre. C'est différent. » Béatrice la regarda encore un moment puis dit « Mon père dit que vous faites ça, que vous entendez ce que les gens ne disent pas. » Votre père exagère. » Non, dit Béatrice, il n'exagère pas. Vers la fin du déjeuner, Béatrice dit, avec le naturel de quelqu'un qui pose une question dont elle connaît à peu près la réponse, mais veut l'entendre quand même. « Vous l'aimez bien, mon père ?» Déborah posa sa tasse. Elle regarda la table un moment, la nappe en papier légèrement froissée, les miettes du pain, la lumière d'hiver qui entrait par la vitre en oblique et faisait des rectangles pâles sur le carrelage. « Oui, dit-elle,
et elle ne rajouta pas autre chose parce qu'il n'y avait rien d'autre à rajouter qui ne soit pas en moins. Béatrice hocha la tête. Elle avait l'air satisfaite, non pas de façon stratégique, mais avec le soulagement authentique de quelqu'un qui attendait une chose et l'a trouvée. Janvier arriva avec le froid précis des débuts d'année parisiens, ce froid qui n'est pas spectaculaire, mais qui s'installe dans les os et les bâtiments avec une ténacité méthodique. Déborah prenait toujours le RER B le matin, descendait à Châtelet, prenait la ligne 1 jusqu'à Ivry. Romain et elle se voyaient maintenant 2 fois par semaine, une fois dans le café de Saint-Denis, une fois ailleurs, dans un restaurant du 11e ou une librairie du 5e, où Romain avait l'habitude d'aller le samedi. Il lui avait montré cette librairie un samedi de janvier, une adresse étroite et surchargée entre la rue Mouffetard et le boulevard Saint-Germain, avec un libraire d'une 60aine d'années qui connaissait Romain depuis que Romain avait 25 ans, et lui avait demandé la première fois où trouver un livre sur les marchés financiers émergents. Le libraire l'avait regardé par-dessus ses lunettes et lui avait dit « Je n'ai pas ça, mais j'ai quelque chose de mieux ». Et lui avait donné un roman. Romain avait lu le roman, il était revenu. Déborah avait regardé les rayonnages avec l'attention de quelqu'un qui n'a pas le budget pour acheter au hasard et qui donc choisit avec soin. Le libraire l'avait observé choisir et lui avait dit, sans qu'elle ait demandé quoi que ce soit, « Vous, je vous recommande celui-là ». Il avait sorti un livre d'une étagère du bas. Elle l'avait lu. Il avait raison. Ces samedis-là avaient quelque chose de différent des autres jours, une texture plus lente, moins défensive. Romain était différent le samedi, pas plus détendu exactement. Il n'était jamais vraiment tendu en sa présence, ce qui était en soi quelque chose qu'elle avait mis du temps à remarquer, parce qu'elle était habituée à être la source de tension dans les pièces où elle entrait. Il était plus présent, moins dans la gestion et plus dans la présence pure, attentif à la lumière d'une rue, au goût d'un café, à ce qu'elle disait, à ce qu'elle ne disait pas. Un samedi de février, ils marchèrent sur les quais de Seine côté rive gauche. Il faisait froid, le ciel était blanc, les péniches amarrées reflétaient une lumière grise et belle. Romain portait une écharpe sombre et les mains dans les poches. Déborah portait son manteau de l'an dernier avec les boutons en tissu recouverts qu'elle avait remplacés elle-même parce qu'ils avaient craqué. Elle ne savait pas qu'il avait remarqué les boutons. Il ne lui dit pas ce jour-là. Elle le sut plus tard. Ils marchèrent longtemps sans parler. C'était une de ces silences-là, confortables, pas vides. Le genre qui n'a pas besoin d'être rempli pour exister valablement. À un moment, Romain dit « Béatrice m'a appelé hier soir. Voix, pas message. » Déborah le regarda. Et on a parlé 40 minutes. Une pause. Je lui ai dit que je ne savais plus comment parler sans que ça devienne formel, comme vous m'aviez dit de faire. Il regarda devant lui. Les quais, la Seine grise, un couple qui courait avec un chien. Elle a ri, elle a dit « Papa, moi non plus ». Et puis on a parlé de Lyon, de ses amis, d'une chose que sa coloc avait dit et qui l'avait mise en colère. 40 minutes. Déborah ne dit rien. Elle marcha un moment, puis « C'est bien. » « Oui », dit-il. Et dans ce « oui », simple, bas, dit vers la Seine et non vers elle, il y avait quelque chose qui ressemblait à du soulagement vrai, à de la gratitude sans emphase, à quelque chose de posé enfin après avoir été porté longtemps. Ils continuèrent à marcher. Le froid picotait les joues. Quelque part derrière eux, un bateau-mouche passa dans un bruit sourd de moteur et de vagues contre les berges. Déborah pensa que Paris était un endroit étrange, une ville qui pouvait contenir simultanément le 22e étage de la Défense et le café de Madame Aïssatou, la Lefebvre Solution à Ivry et cette librairie étroite entre Mouffetard et Saint-Germain, et que quelque chose dans le fait d'avoir grandi dans cette ville en passant toujours par le même côté lui avait peut-être fait oublier qu'elle était grande comme ça. Elle pensa à autre chose. Elle pensa à la façon dont Romain marchait à côté d'elle, pas en avant, pas en retrait, exactement à côté, au même pas, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de mener la direction pour exister dans l'espace. Elle pensait à ça depuis quelques semaines sans se l'être dit aussi clairement. Elle se le dit ce jour-là sur les quais, dans le froid de février,
avec la Seine grise à leur gauche et Paris tout autour, et quelque chose dans sa poitrine se réchauffa doucement, sans fanfare, sans demander la permission de personne. Ce ne fut que 2 jours plus tard, en arrivant au bureau un lundi matin, que les choses se défont. Camille était déjà là quand Déborah arriva, ce qui était inhabituel. Camille arrivant normalement à 9h30 avec un café à la main et une humeur proportionnelle à la qualité du café. Elle était assise à son bureau, l'écran allumé, et elle regarda Déborah entrer avec une expression que Déborah reconnut immédiatement, sans pouvoir tout de suite en nommer le contenu précis. Pas de la hostilité ouverte, quelque chose de plus calculé, quelque chose qui ressemblait à quelqu'un qui a trouvé quelque chose et décidé de ce qu'il allait en faire. « Tu as vu les chiffres du contrat Lefebvre ?» dit Camille, avec le ton de quelqu'un qui sait que vous ne les avez pas vus, parce que vous venez d'arriver. « Non, » dit Déborah. Elle posa son sac, alluma son ordinateur. 180 000 €. Camille fit une pause, pour une réunion sans rendez-vous. Elle laissa ça dans l'air un moment. « C'est impressionnant, non ?» Déborah ne répondit pas. Elle ouvrit ses emails. « Je me demande juste, » dit Camille. Et le « je me demande juste » était la formule qu'elle utilisait toujours quand elle avait décidé de quelque chose et voulait faire croire que c'était une pensée spontanée. « Comment tu as su ?» pour la fille perdue au marché. Déborah s'arrêta. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle prit une seconde, pas 3, une seule, puis elle se retourna et regarda Camille avec la même expression que dans le miroir des toilettes le soir de la désignation. « Quoi ?» La petite Béatrice Lefebvre. Camille souriait, ce sourire léger, presque aimable, de quelqu'un qui pense que la cruauté bien habillée ne se reconnaît pas. Tu avais fait des recherches, non? C'est très bien joué, vraiment. Le silence qui suivit dans l'open space fut de ceux qui changent la température de l'air. 2 autres collègues étaient arrivés sans bruit pendant l'échange. Personne ne bougea. Déborah regarda Camille. Elle la regarda vraiment. Le sourire, la posture légèrement inclinée en avant, les mains croisées sur le bureau avec la décontraction de quelqu'un qui pense avoir le dessus. Elle pensa à la fillette en robe verte qui pleurait sans bruit dans l'allée du marché. Elle pensa aux 11 ans de dessins plastifiés dans un tiroir. Elle pensa au quai de Seine 2 jours avant et au froid et à la façon dont Romain marchait exactement à côté. Et elle pensa à Camille qui disait Manda a Feia en riant, la bouche à peine couverte. « Non », dit-elle. Sa voix était calme, pas froide, calme, ce qui est différent. Je n'avais pas fait de recherche. J'avais 17 ans et j'ai passé 2 heures avec une enfant perdue au marché, parce que je ne pouvais pas partir tant qu'elle n'était pas en sécurité. C'est tout. Camille ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Déborah ne lui en laissa pas le temps. Pas parce qu'elle avait peur de ce qu'elle dirait, parce qu'elle avait dit ce qu'il y avait à dire et qu'elle n'avait plus rien à ajouter. Elle se retourna vers son écran et ouvrit son premier dossier du jour. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. La nouvelle mit 3 jours à atteindre Patricia. Déborah ne sut jamais exactement par quel canal, si c'était Camille directement, ou l'une des autres, ou simplement la façon dont les petits bureaux transmettent les informations par osmose sans qu'on puisse jamais retracer le chemin précis. Ce qu'elle sut, c'est que le mercredi matin, Patricia lui demanda de passer dans son bureau à 11h, avec la voix neutre de quelqu'un qui a déjà pris une décision et qui convoque pour l'annoncer, pas pour en discuter. Le bureau de Patricia était petit et fonctionnel. Une plante verte sur le bord de la fenêtre, des dossiers alignés sur l'étagère, un ordinateur ouvert sur un tableau de bord commercial. Patricia était une femme de 50 ans qui gérait l'équipe avec une efficacité sans malveillance, ce que Déborah avait toujours respecté même quand cette efficacité jouait contre elle. Elle était assise bien droite, les mains à plat sur le bureau, et elle regarda Déborah s'asseoir avec une expression que Déborah identifia immédiatement. Quelqu'un qui est mal à l'aise avec ce qu'il s'apprête à dire et qui compense l'inconfort par une posture plus formelle que d'habitude. « Il y a une situation avec le comte Lefebvre Capital », dit Patricia. Déborah attendit. « Les associés de la direction ont été contactés », Patricia marqua une pause, « par l'entourage de Romain Lefebvre, son ex-femme, précisément, et apparemment certains sociaux du fond. » Elle choisit ses mots avec soin.
le soin de quelqu'un qui répète une version dont elle n'est pas entièrement convaincue, mais dont elle a décidé de se faire le vecteur, parce que les pressions viennent d'en haut et qu'elle n'a pas les outils pour les contester. La question soulevée est celle d'un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts entre ta relation personnelle avec le client et ta position sur le compte. Patricia la regarda. Les associés préfèrent que tu t'écartes du suivi opérationnel du contrat. Le compte sera transféré à Camille à partir de lundi. Le nom tomba dans la pièce avec une précision qui n'avait rien d'accidentel. Déborah entendit le nom et pensa à beaucoup de choses simultanément. Au sourire de Camille le lundi matin, à la question sur les recherches, à la façon dont certaines situations se referment sur elles-mêmes avec la logique implacable des choses préparées à l'avance. Elle apercevait que tout cela avait été décidé avant cette réunion, probablement avant même que Camille lui parle lundi, peut-être depuis plus longtemps que ça. Elle ne dit rien pendant plusieurs secondes. Patricia attendit, les mains toujours à plat sur le bureau, avec l'immobilité de quelqu'un qui redoute la réponse et ne peut pas s'empêcher de l'attendre quand même. Le radiateur dans le coin du bureau produisait un sifflement régulier et discret. Dehors, un camion de livraison manœuvrait dans la cour intérieure du bâtiment commercial, le bruit de recul ponctué de bips méthodiques. « Ce qui est dit », dit finalement Déborah, et sa voix était exactement comme elle voulait qu'elle soit. Posé, sans tremblement, sans emphase inutile, c'est que j'ai manipulé la situation, que j'avais planifié ce qui s'est passé au marché il y a 11 ans pour l'utiliser 11 ans plus tard. Patricia ne répondit pas, ce qui était une façon de répondre. « Je n'ai pas à défendre ça, » dit Déborah, « parce que c'est faux et parce que ce n'est pas défendable de toute façon. On ne prouve pas qu'un souvenir est réel. On ne prouve pas qu'on a 17 ans et qu'on reste avec une enfant perdue parce qu'on ne peut pas faire autrement. » Elle marqua une pause. « Mais je veux que vous sachiez que c'est faux. »« Je sais que c'est faux, » dit Patricia. Et là, dans cette phrase, dite avec la lassitude précise de quelqu'un qui fait une chose qu'il n'approuve pas mais ne peut pas contourner, il y avait quelque chose d'honnête qui ne changeait rien à la situation, mais qui comptait quand même. Mais les associés ont un contrat de 180 000 € et des pressions de la contrepartie. Je comprends. Patricia la regarda. Je suis désolé, Déborah. Déborah se leva. Elle resta debout un moment devant le bureau, les bras le long du corps, la tête dans l'axe. Elle pensa à ce qu'elle allait dire ensuite depuis environ 45 secondes, depuis le moment où elle avait entendu Camille et compris que le système avait décidé dans quel sens pencher. Elle n'était pas en colère, elle était quelque chose de plus précis que la colère, une clarté froide et tranquille sur ce qu'elle pouvait accepter et ce qu'elle ne pouvait pas. « Je ne vais pas m'écarter du compte, » dit-elle. « Je vais vous remettre mon badge. » Patricia ouvrit la bouche. « Ce n'est pas une décision émotionnelle, » dit Déborah avant qu'elle puisse parler. « Je ne pars pas parce que je suis blessée. Je pars parce que rester en acceptant ce cadre voudrait dire que je pense que le contrat vaut plus que ce qui s'est passé. Et ce n'est pas ce que je pense. » Elle marqua une pause. « Je ne vais pas non plus rester dans un endroit qui considère que la dignité est négociable. » Elle dit ces choses-là avec le calme de quelqu'un qui les a comprises avant de les formuler. Pas dans un élan, pas dans la chaleur d'une réaction, mais avec la solidité de ce qui a été pensé jusqu'au bout. Patricia ne dit rien. Elle avait les yeux légèrement brillants, ce que Déborah nota sans s'y attarder. Déborah sortit du bureau, alla jusqu'à son poste, prit le badge accroché à son sac, le posa sur le bureau de Patricia, en repassant devant la porte entr'ouverte. Elle prit son sac, son manteau sur le porte-manteau, et la pasta amassada, la même, celle du premier jour, les coins toujours enfoncés, qu'elle n'avait jamais remplacée parce que l'intérieur était intact et que l'apparence d'une pochette ne changeait pas la valeur de ce qu'elle contenait. Elle traversa l'open space. Camille était au téléphone, le dos à demi tourné. Elle ne leva pas les yeux, aucune des autres non plus. Déborah traversa l'espace avec le même pas qu'elle utilisait depuis 5 ans pour aller et venir dans cet endroit, ni pressée ni hésitant, et sortit par la porte vitrée qui donnait sur le couloir du bâtiment commercial. Elle prit l'escalier plutôt que l'ascenseur. Dans l'escalier, entre le 2e et le 1er étage, elle s'arrêta une seconde
posa la main sur la rampe froide et ferma les yeux. 3 secondes. Puis elle continua à descendre. Elle arriva chez elle à 13 heures passées. Sa mère était à la machine à coudre. Le bruit régulier emplissait l'appartement comme d'habitude. Déborah posa son manteau sur la chaise de l'entrée, alla jusqu'à la cuisine, mit de l'eau à bouillir. Sa mère s'arrêta. Elle entendait tout avec la précision de quelqu'un dont les mains travaillent et les oreilles compensent. « Tu es rentré tôt. J'ai rendu mon badge. » Silence. La machine à coudre resta éteinte. Sa mère parut dans l'embrasure de la cuisine, les lunettes de couture remontées sur le front, et elle regarda sa fille debout devant la bouilloire, avec le même menton levé que depuis l'enfance. Elle ne posa pas de questions. Elle alla prendre 2 tasses dans le placard, mit le thé à infuser. Elles s'assirent à la table de la cuisine, la petite table à 2 places qui avait toujours suffi parce qu'elles avaient toujours été 2. Et Déborah raconta. Sa mère écouta tout. La réunion Patricia, les associés, l'ex-femme de Romain, Camille, et le sourire du lundi. Le badge posé sur le bureau, la pasta dans la main, l'escalier. Elle écouta sans interrompre, les 2 mains autour de sa tasse, avec la concentration de quelqu'un qui prend au sérieux chaque mot, parce qu'elle sait que les mots ont été choisis avec soin. Quand Déborah eut fini, sa mère resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Tu aurais pu rester. Je sais, et tu as bien fait de ne pas le faire. » Ce fut tout. Pas de commentaires sur l'avenir, pas de questions sur les finances, pas d'inquiétude exprimée sur le loyer ou les charges ou le mois prochain. Sa mère avait élevé Déborah seule pendant 28 ans avec les revenus d'une machine à coudre et elle savait mieux que quiconque qu'on survit à ce genre de choses. Ce qu'on ne survit pas toujours, c'est de rester dans les endroits qui vous apprennent que vous avez tort d'être debout. La bouilloire se remit à chauffer pour une 2e tasse. L'appartement sentait le tissu et le thé. Dehors, sur la rue de Saint-Denis, des enfants rentrèrent de l'école avec des cartables trop lourds et des voix trop fortes. La lumière de l'après-midi d'hiver entrait par la fenêtre en oblique, jaune et basse, et posait un rectangle de chaleur sur le carrelage de la cuisine. Déborah pensa à Romain. Elle se demanda comment il apprendrait la chose et à quel moment. Elle ne lui téléphona pas ce jour-là. Pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'elle avait besoin d'une soirée pour poser ce qui venait de se passer dans le bon endroit avant de le mettre en mots pour quelqu'un d'autre. Elle envoya un seul message, court. « Je ne travaille plus à la Lefebvre Solutions, je t'expliquerai. » Il répondit 4 minutes plus tard. « Quand tu veux, je suis là. » Elle posa le téléphone sur la table, regarda le rectangle de lumière sur le carrelage jusqu'à ce qu'il pâlisse et disparaisse avec le soleil. Puis elle aida sa mère à préparer le dîner. Romain apprit les détails le soir même, non pas par Déborah, mais par le système de gestion du contrat, qui avait été mis à jour dans l'après-midi avec un changement de responsable de compte. Son nom remplacé par celui de Camille, sans note explicative, avec l'horodatage précis de 14h32. Il lut cette information dans le train qui le ramenait d'une réunion à Lyon, coïncidence qu'il n'apprécia pas particulièrement, et il resta immobile pendant 2 minutes complètes, le téléphone dans la main, les yeux sur la fenêtre du TGV, où la France défilait dans la nuit en taches de lumière orange et noire. 2 minutes, pas plus, pas moins. Il pensa à l'ex-femme, il pensa aux associés. Il pensa à la façon dont certains systèmes fonctionnent, pas par méchanceté pure, mais par la logique froide de la protection d'intérêts, qui produit les mêmes dégâts que la méchanceté sans en avoir la conscience. Il pensa à Déborah dans l'open space d'Ivry-sur-Seine, avec la pasta à Masada et la blouse bleu marine. Il pensa à elle sur les quais de Seine dans le froid de février. Il pensa à ce qu'elle avait dit à Camille. « Je ne pouvais pas partir tant qu'elle n'était pas en sécurité, c'est tout. » Avec la même voix qu'elle mettait à dire « c'est tout » pour les choses qui, justement, n'étaient jamais tout à fait rien. Il prit son téléphone, ouvrit la conversation avec Béatrice. Il écrivit « J'ai besoin d'un conseil ». La réponse arriva 30 secondes plus tard. Béatrice répondait toujours vite au message, même à 1h du matin, même en période de partiel. « Papa, tu sais ce que tu dois faire. Tu l'as toujours su. » Il regarda cette phrase dans le noir du wagon. Le TGV traversait une zone sans lumière, la fenêtre entièrement noire, son propre reflet dessus.
Un homme de 44 ans en manteau sombre, avec un téléphone dans la main, et l'expression de quelqu'un qui n'a plus d'excuses valables pour ne pas faire ce qu'il sait être juste. Il posa le téléphone. Il regarda son reflet encore un moment. Puis il ferma les yeux et s'appuya contre la vitre froide. Il avait 3 jours à passer avant de faire quoi que ce soit. Ce n'était pas une faiblesse. C'était le respect de ce qu'elle lui avait dit. J'avais besoin d'une soirée pour poser les choses avant de les mettre en mots. Il lui accorderait le même espace. Il irait quand il saurait exactement ce qu'il venait dire. Pas avant. Il n'alla pas le lendemain, ni le surlendemain. Mais le 3e jour, un vendredi soir, 19 heures passées, le froid de mars qui commençait à tenir ses promesses de printemps sans encore les tenir vraiment, il sonna à la porte de l'appartement de Saint-Denis. Partie 5 terminée. Dites, continuez pour la partie 6 et dernière. Ce fut la mère de Déborah qui ouvrit la porte. Elle le regarda, cet homme grand en manteau sombre, avec les mains dans les poches et quelque chose dans la posture qui n'était pas de l'arrogance, mais de la tension contenue, le genre que les gens portent quand ils ont décidé d'une chose et attendent de voir si elle était décidable. Elle le reconnut. Elle regardait les informations économiques le soir, parfois, et le visage de Romain Lefebvre avait été dans un reportage sur les fonds d'investissement en automne dernier. Elle le reconnut, et elle resta dans l'embrasure sans ouvrir plus grand, avec l'expression mesurée de quelqu'un qui n'est impressionné par rien d'extérieur, mais qui évalue l'intérieur. « Bonsoir, » dit Romain. « Je m'appelle Romain Lefebvre. Je suis désolé pour l'heure. Est-ce que je pourrais parler à Déborah ?» La mère de Déborah le regarda encore un moment. Ce regard horizontal et sans détour que Déborah avait hérité trait pour trait. Puis, elle ouvrit la porte. « Entrez, » dit-elle. « Elle est dans sa chambre. » Il entra. L'appartement était ce qu'il s'était représenté sans se l'être représenté consciemment. Petit, propre, chaque chose à sa place, avec cette précision domestique qui n'a rien à voir avec le manque et tout avec le soin. La machine à coudre était ouverte sur un ouvrage en cours sur la table du salon. Une odeur de purée et de quelque chose qui mijotait depuis un moment venait de la cuisine. La télévision était allumée en sourdine, une émission de cuisine que personne ne semblait regarder, mais dont la présence remplissait l'espace d'une lumière changeante et tiède. La mère alla frapper à la porte de la chambre. 2 coups. Bref, « Il y a quelqu'un pour toi ». Déborah ouvrit la porte 30 secondes plus tard. Elle portait un pull gris et un jean, les cheveux libres, les mêmes lunettes, toujours, armature épaisse et branches recollées. Elle vit Romain dans son couloir, dans son appartement, sous la lumière du plafonnier de l'entrée, et quelque chose passa sur son visage. Pas de la surprise exactement, parce qu'elle avait su depuis le message du train que quelque chose de ce genre arriverait, mais la surprise de la forme précise que ça prenait. Lui, ici, maintenant. Sans appeler avant, sans négocier le moment. « Tu aurais pu appeler, » dit-elle. Pas de reproche, juste un constat. « Je sais. » Il marqua une pause. « J'avais peur que tu dises que ce n'était pas le bon moment. » Elle le regarda. Il soutint ce regard avec la même qualité de présence qu'il avait eue depuis le début. Pas de détournement, pas de gestion. Juste là, devant elle, avec ses mains dans les poches et la légère raideur des gens qui ont décidé d'être courageux et attendent de voir si ça suffit. La mère de Déborah avait disparu dans la cuisine avec le tact silencieux de quelqu'un qui a compris la situation et qui n'a pas besoin qu'on le lui explique. Le bruit des couverts dans la cuisine remplaçait agréablement le silence. « Entre » dit Déborah. Ils s'assirent dans le salon, lui dans le fauteuil, elle sur le canapé, la table basse entre eux avec un bol de noix que personne ne toucha et la télécommande que personne n'utilisa pour éteindre la télévision. La lumière était celle des soirées ordinaires, ni dramatique ni particulièrement douce, juste la lumière d'un appartement habité par des gens qui vivent dedans plutôt que dedans pour paraître. Romain posa les mains sur les genoux et regarda Déborah avec l'expression de quelqu'un qui a préparé quelque chose et réalise au moment de le dire qu'il n'a pas besoin de la version préparée. « Je sais ce qui s'est passé, » dit-il. « J'ai vu le changement de compte dans le système. J'ai compris la suite. » Déborah hocha la tête. « Mon ex-femme a des avocats très efficaces et une mémoire longue. » Il dit ça sans amertume,
avec la résignation nette de quelqu'un qui a passé suffisamment de temps à analyser ses propres erreurs pour savoir distinguer ce qui relève de lui et ce qui ne relève pas de lui. Et les associés du fond protègent leur confort avant toute autre chose. Une pause, ce n'est pas une excuse, c'est un contexte. Je sais, tu as rendu ton badge. Oui, il la regarda. Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant ? Déborah réfléchit à la façon de répondre, pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle voulait dire la chose exacte et non la chose approximative. Parce que cette décision m'appartenait. Elle n'avait pas à dépendre de ce que tu allais dire ou faire. Si je restais ou partais en fonction de toi, ça voulait dire que je ne savais pas encore ce que je valais indépendamment de toi. Romain resta silencieux un moment. Dehors, dans la rue, une voiture passa avec de la musique qui disparut progressivement comme une marée. La télévision montrait des images de cuisine en muet, des mains qui pétrissaient une pâte, de la vapeur au-dessus d'une casserole, des couleurs chaudes et sans rapport avec ce qui se passait dans cette pièce. « Je ne vais pas te proposer un emploi, dit-il. » Il dit ça en premier, directement, parce que c'était la chose qu'elle aurait le plus rejetée et qu'il voulait l'éliminer avant toute autre chose. Je ne vais pas payer ton cours, je ne vais pas appeler les associés pour retourner la situation. Il marqua une pause. Pas parce que je n'en ai pas les moyens, parce que ce n'est pas ce que je suis venu faire. Elle attendit. Je suis venu te demander quelque chose, directement. Il prit une légère inspiration, pas spectaculaire, le genre de respiration qu'on prend avant de dire une chose qu'on a décidé de dire sans filet. Est-ce que tu es prête à construire quelque chose avec moi ? En sachant que ça va être jugé, que certaines personnes vont raconter l'histoire qu'elles veulent raconter, que nous allons avoir besoin tous les deux d'apprendre des choses que nous ne savons pas encore. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de tout ce qui avait existé entre eux depuis le 22e étage, le dessin plastifié, le café de Madame Aïssatou, les croissants divisés, les quais de Seine dans le froid, les 40 minutes de voix entre Romain et Béatrice, les samedis de librairie, les choses dites et les choses entendues sous les choses dites. Déborah sentait tout ça dans la pièce comme une présence concrète, quelque chose qu'on pouvait presque toucher si on tendait la main. Elle prit ses lunettes entre ses doigts, les essuya sur le bas de son pull, le geste nerveux, automatique, que Romain reconnaissait maintenant comme précisément ça. Nervosité vraie, non performée, le signe qu'elle était réellement là dans ce moment et non à l'extérieur de lui. Elle remit les lunettes, le regarda. « Je suis prête », dit-elle. Et elle n'ajouta pas tout de suite la suite. Elle la laissa exister une seconde. Cette phrase seule, parce qu'elle était complète en elle-même. Puis, « Mais je veux que tu saches une chose. » Il attendit. « Je n'ai jamais pensé à tes 350 millions d'euros. Pas une fois. » Sa voix était calme et précise, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de plus dans cette précision-là. Quelque chose de nu, de délibérément exposé qui ne demandait pas à être protégé. Ce à quoi j'ai pensé, c'est à l'homme qui a gardé un dessin de Garatuja dans un tiroir pendant 11 ans, parce que sa fille l'avait dessiné. C'est à ça que je pense depuis le début. Romain Lefebvre, homme qui, selon ses propres employés, n'avait pas montré d'émotion en 7 ans, homme qui avait traversé un divorce destructeur et des centaines de négociations et des nuits sans dormir dans des hôtels de conférence à Francfort et à Singapour, homme qui avait appris depuis longtemps à tenir les choses à distance suffisante pour les gérer sans en être traversé, ne dit rien pendant un moment. Il baissa légèrement la tête. Pas d'effondrement, pas de larmes. Juste cette chose que font les gens quand quelque chose les atteint à l'endroit exact où ils n'avaient plus de défense et qu'ils ont besoin d'une seconde pour le laisser exister sans l'administrer. Puis, il releva la tête et dit « Le tiroir du bas de gauche. » « Le tiroir du bas de gauche, » répéta-t-elle. La mère de Déborah parut dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec une expression parfaitement neutre et dit « J'ai fait de la purée et des saucisses. Il y en a pour 3 si vous voulez rester dîner. » Romain la regarda. Quelque chose dans la façon dont cette femme posait l'invitation, sans emphase, sans cérémonie, comme si manger de la purée dans une petite cuisine de Saint-Denis était une chose parfaitement naturelle à proposer à l'homme qui gérait 350 millions d'euros.
le fit sourire. Vraiment, de la même façon que Déborah le faisait sourire. Ce sourire qui creusait 2 lignes légères au coin des yeux et qui n'avait rien à voir avec la politesse. « Je voudrais beaucoup, madame. »« Merci. » Ils mangèrent à la petite table de la cuisine. 3 chaises rapprochées, les assiettes qui se touchèrent presque, la purée dans un plat ovale blanc au centre, les saucisses dans une poêle posée directement sur une dessous de plat en liège. La mère de Déborah avait ouvert une bouteille de vin ordinaire qu'elle gardait pour les occasions sans avoir jamais tout à fait défini ce qu'une occasion était. Ce soir, elle avait décidé que c'en était une. Romain mangea avec l'appétit de quelqu'un qui n'avait pas eu de repas vrai depuis le matin et qui n'avait pas réalisé à quel point jusqu'à ce que la première bouchée arrive. La purée était faite avec du beurre et du lait entier et un peu de muscade, et elle avait ce goût des choses simples faites avec attention qui n'imite rien et n'a pas besoin de l'être. La mère de Déborah parla peu. Elle posait des questions courtes, écoutait les réponses entières, faisait les connexions en silence. Elle demanda à Romain ce que gérait exactement un fonds d'investissement, et il lui expliqua avec la clarté de quelqu'un qui avait renoncé depuis un moment à impressionner, et expliquait parce qu'on lui demandait vraiment. Elle hocha la tête. Elle lui demanda si Béatrice lui ressemblait. Il réfléchit et dit « En volonté, oui. En façon de parler aux gens, elle ressemble à votre fille. » La mère de Déborah prit ça comme un compliment, ce qu'il était. Déborah mangeait et observait sa mère et Romain dans sa petite cuisine sous la lumière jaune du plafonnier, et elle apercevait quelque chose qu'elle n'aurait pas pu formuler avant ce moment précis. Que le courage n'était pas de ne pas avoir peur, c'était de faire les choses en ayant peur et de découvrir en les faisant qu'elles étaient faisables. Elle avait eu peur de beaucoup de choses ce dernier mois. Elle n'avait reculé devant aucune d'elles. Pas devant Camille, pas devant Patricia, pas devant le badge remis sur le bureau, pas devant la soirée sans emploi dans la cuisine avec le thé, pas devant ce moment-ci. Et là, dans sa cuisine, avec sa mère qui resservait du vin à un homme qu'elle venait de rencontrer comme si elle le connaissait depuis toujours, elle sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, quelque chose de chaud et de stable, comme une lumière qu'on a fini par avoir la permission d'allumer. Après le dîner, Romain aida à débarrasser, naturellement sans demander la permission, en portant les assiettes jusqu'à l'évier, avec le geste simple de quelqu'un qui partage un espace et n'a pas besoin qu'on lui attribue un rôle. La mère de Déborah le laissa faire. Dans le couloir du petit appartement, avant de partir, Romain mit son manteau et se retourna vers Déborah. Il avait quelque chose dans la poche intérieure. Il le sortit. Une enveloppe, pas grande, pas formelle, le genre d'enveloppe qu'on achète dans n'importe quel bureau de tabac. « Béatrice a voulu te donner quelque chose. » Il tendit l'enveloppe. « Elle m'a dit de ne pas regarder à l'intérieur. Je n'ai pas regardé. » Déborah prit l'enveloppe, l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille pliée en 2. Elle la déplia. C'était un dessin. Pas de crayon de couleur cette fois, stylo à billes sur papier ordinaire, les traits assurés de quelqu'un qui n'est plus une enfant de 8 ans, mais qui a gardé intacte la façon de regarder les choses qu'avait cet enfant. Une figure de femme avec des lunettes, debout au milieu d'un marché dessiné en traits rapides et vrais. Et à côté, en lettres d'imprimerie adulte cette fois, soigné, délibéré, merci encore. 19 ans après, le même merci. Déborah regarda le dessin. Elle releva les yeux vers Romain. Ni l'un ni l'autre ne dit rien pendant un moment. Le genre de moment qui n'a pas besoin de mots parce que les mots seraient en moins par rapport à ce qui existe déjà dans le silence. Puis, elle plia le dessin avec soin, le remit dans l'enveloppe. « Dis-lui que je vais l'encadrer, » dit-elle. Romain sourit. Le même sourire, les 2 lignes légères au coin des yeux. « Je lui dirai. » Il sortit. Elle ferma la porte. Elle resta une seconde dans le couloir, l'enveloppe dans la main, le dos contre la porte fermée. Elle entendait sa mère reprendre la machine à coudre dans le salon, ce bruit régulier et familier, ce cœur artificiel de l'appartement qui battait depuis toujours au même rythme, indifférent au drame et au retour et au soir qui changent les choses. Elle écouta ce bruit un moment les yeux fermés. Puis elle alla poser l'enveloppe sur sa table de nuit, là où elle verrait la première chose le matin. 18 mois passèrent, avec la vitesse des périodes où l'on est occupé à vivre plutôt qu'à attendre de vivre.
Déborah s'inscrivit au concours d'entrée en licence d'administration des affaires en mars, 2 semaines après avoir rendu son badge. Elle travailla la préparation le soir, à la table de la cuisine, avec les mêmes méthodes qu'à 17 ans, régulières, précises, sans se laisser impressionner par ce qu'elle ne savait pas encore, parce qu'elle savait que ce qu'elle ne savait pas encore était apprenable. Elle obtint son admission en juin avec une mention qui lui valut une bourse sur critères académiques. Elle commença en septembre, cours du soir, 3 jours par semaine. Elle prit en parallèle ses premiers clients en conseil indépendant, 2 PME, trouvées par recommandation, une 3e par démarchage direct, toutes 3 avec des propositions commerciales, dont elle avait elle-même reformaté les synthèses exécutives, parce que les originales faisaient trop de pages et que personne ne lit trop de pages. Pour la première fois depuis longtemps, elle se levait le matin en sachant exactement pourquoi elle se levait. Romain apprit à faire certaines choses autrement, pas sur instruction, pas sur promesse, mais avec la lenteur organique des changements qui viennent de l'intérieur et non de la pression extérieure. Il appela Béatrice le mercredi soir, régulièrement, voix et non message, parfois 40 minutes, parfois 10, l'important n'étant plus la durée, mais le fait d'appeler sans raison précise, sinon l'envie d'entendre sa voix. Béatrice finit sa première année de droit, avec des résultats qui lui valurent une mention et un commentaire de son professeur de droit des contrats qu'elle envoya à son père par photo. Mademoiselle Lefebvre a une compréhension intuitive des équilibres contractuels que la plupart des étudiants de 3e cycle n'atteignent pas. Romain lut ce message dans le taxi qui le ramenait d'une réunion, et il le relut 2 fois, et il ne dit rien parce qu'il n'y avait rien à dire qui soit à la hauteur de ce qu'il ressentait. Béatrice et Déborah s'envoyaient des messages vocaux toutes les semaines, parfois courts, parfois longs, sur des sujets qui n'avaient aucun rapport entre eux. Béatrice lui parla de ses cours, de ses amis à Lyon, d'un garçon qu'elle aimait bien et qu'elle n'aimait peut-être plus autant, d'un film qu'elle avait vu seule un mercredi soir et qu'elle avait trouvé parfait. Déborah lui parla de ses clients, de la librairie du 5e, des cours du soir, d'une chose que sa mère avait dite et qui l'avait fait rire. Elle ne parlait presque jamais de Romain directement. Elle n'en avait pas besoin. Il était présent dans la conversation comme quelque chose de sous-entendu et de confortable, comme le mobilier d'une pièce qu'on n'a plus besoin de nommer parce qu'on sait qu'il est là. Un dimanche de septembre, 18 mois après le vendredi soir de la purée et des saucisses, Romain et Déborah allèrent au marché de Saint-Ouen. Ce fut une idée de Déborah, proposer simplement un jeudi soir au téléphone, sans explication ni symbolisme annoncé. Il dit oui. Ils y allèrent en RER, depuis Saint-Denis, Romain debout entre 2 portes, comme elle l'avait été ce soir de novembre, avec la pasta amassada contre la poitrine, regardant Paris défiler par les vitres du train, avec l'expression de quelqu'un qui apprend encore à regarder les choses depuis leur vrai endroit. Le marché aux puces était ce qu'il était toujours, bruyant, dense, les allées encombrées de meubles et de vaisselle et de tableaux et de vêtements vintage et de 1000 objets qui avaient appartenu à des vies antérieures et attendaient patiemment d'appartenir à des vies futures. L'odeur était celle de la poussière et du cuir ancien et des gaufres au sucre vendus par un kiosque à l'entrée. Le ciel de septembre était bleu pâle et haut, avec ce soleil de début d'automne qui éclaire sans chauffer, précis et légèrement mélancolique. Ils marchèrent dans les allées sans but particulier. Romain regarda des livres anciens sur un étal. Il en acheta 2, les choisissant avec le même soin que le libraire du 5e lui avait appris. Déborah trouva un cadre en bois doré pour le dessin de Béatrice, exactement la bonne taille, légèrement abîmé sur un angle mais solidement construit, ce qui comptait. Elle paya 7 €. Le vendeur l'emballa dans du papier journal. À un moment, dans une allée étroite entre 2 rangées de brocanteurs, Romain s'arrêta. Déborah s'arrêta à côté de lui. Il regardait un espace entre 2 stands, un espace ordinaire, pas de plaque commémorative, pas de signe distinctif, juste un passage entre des marchands avec des caisses en bois empilées et des parasols de couleurs différentes et la lumière du dimanche matin de septembre qui entrait en oblique. « C'est ici, dit-il. » Elle regarda. « Oui. » Il n'ajouta rien.
elle non plus. Ils restèrent là quelques secondes, pas longtemps, juste assez pour que ce lieu soit reconnu sans être transformé en monument, pour que ce qui s'était passé ici soit honoré avec la discrétion que méritent les choses qui ont changé une vie sans le savoir. Puis, ils continuèrent à marcher. Plus tard, assis sur un banc, avec des cafés achetés au kiosque de l'entrée, le cadre doré posé entre eux sur le banc, le soleil de septembre sur les visages, Romain dit « Béatrice veut faire son stage de M1 à Paris. » Déborah but une gorgée de café. « Elle t'a demandé de l'aider à trouver ?»« Non, elle a dit qu'elle voulait chercher elle-même. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait lui expliquer comment formuler une proposition correcte. » Déborah sourit. Pas le petit sourire contrôlé qu'elle gardait pour les situations qui ne méritaient pas plus, le vrai, celui qui prenait son visage entier et qu'elle ne cherchait plus à gérer depuis un moment. « Dis-lui de m'envoyer un message. » Il la regarda. Pas avec l'expression de quelqu'un qui cherche quelque chose, avec l'expression de quelqu'un qui a trouvé et qui peut maintenant simplement regarder sans calculer le risque de regarder. La lumière de septembre était dans ses cheveux et sur ses lunettes et sur le cadre doré posé entre eux, et les bruits du marché continuaient autour d'eux sans les concerner vraiment, et sa mère, à quelques rues de là, cousait probablement dans le silence du dimanche matin, avec le bruit régulier de la machine, qui battait comme un cœur patient et fidèle. Et là, sur ce banc au bord du marché aux puces de Saint-Ouen, avec un café dans la main et un cadre de 7 € entre eux et le ciel bleu pâle de septembre au-dessus, Déborah Martin comprit que c'était ça, la richesse. Pas les 350 millions, pas le 22e étage, pas les 180 000 € d'un contrat signé un soir dans la lumière de la Défense. C'était ça. Un dimanche ordinaire dans un marché ordinaire avec quelqu'un qui marchait exactement à côté, ni en avant, ni en retrait, au même pas. C'était le dessin de Béatrice encadré de 7 € qui attendait d'être accroché. C'était sa mère et sa machine à coudre et la purée du vendredi soir. C'était le cours du soir et les 3 clients et les propositions reformatées. C'était tout ça ensemble, sans hiérarchie, sans que rien soit sacrifié pour que le reste existe. Ce n'était pas la riqueza des comptes, c'était la vraie, construite sur ce qui reste quand on enlève tout ce qui peut partir, sur ce qu'on choisit de garder quand on a la liberté de ne rien garder du tout. C'était présence, c'était confiance, c'était la liberté de dire c'est tout pour les choses qui n'étaient jamais tout à fait rien. Et ça, c'était tout.